Et je lance l'enregistrement. Bon, on est good? Ouais. Non, c'est pas le bon. Celui-là. Ok. Donc, on avait notre game mode ici. Ça, je vous avais dit, c'est une blueprint qui contient des informations, les informations principales sur les éléments centraux de notre jeu. Donc, on va juste, il y en a pas mal ici, on va juste s'intéresser donc au player controller class. Le player controller class avec le blueprint qui va récupérer les inputs pour après les envoyer aux différents acteurs qu'on va contrôler. Donc des acteurs qui s'appellent des pawns, qui vont être ceux qu'on va contrôler dans notre jeu. Donc ça peut être par exemple un personnage, mais sur Unreal vous pouvez switcher pendant le gameplay. Vous pouvez par exemple faire que votre personnage, au début vous contrôlez un humain, puis après il monte dans une voiture, vous contrôlez une voiture, il monte dans un avion, vous contrôlez un avion, il monte dans un hélicoptère, vous contrôlez un hélicoptère, etc. etc. Donc le player controller, il récupère les inputs et au, euh, il les envoie au caractère, au personnage, au pawn plutôt. Donc qui est ici, default pawn class. On verra qu'on pourra switcher, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais enfin, je vous mentionne que vous pouvez changer de pawn pendant le gameplay. Nous, on verra un personnage simple. Et on verra comment s'en servir et comment récupérer des inputs. Donc on va se créer ça, un player controller pour gérer les inputs et un pawn class. Donc nous on va créer un pawn de type caractère, de type personnage, pour pouvoir avoir un personnage contrôlable dans notre scène. Donc on va commencer avec le plus simple, c'est un personnage en mode FPS, First Person View. Et donc on va créer ça, Blueprint Class, ici, et donc vous voyez, c'est parmi les premiers, Player Controller. On crée ça, et je vais l'appeler BP underscore my controller. Je vais mettre my quasiment à chaque fois dans le nom de mes blueprints. Pourquoi? Parce que je risque d'importer d'autres blueprints ou des packs d'assets d'Unreal dans lesquels il y aura déjà des contrôleurs, enfin peut-être pas des contrôleurs, mais d'autres assets. Et pour pas les confondre dans mon projet, je vais mettre my à chaque fois pour dire que c'est le mien et que c'est celui qui est propre à ce projet-là. Donc ça évitera des erreurs, de confusion entre différents assets. Donc my game mode, my controller, et on va créer notre personnage avec la blueprint ici, character. Donc une blueprint de type personnage character. Donc c'est pour un pawn. Donc un pawn c'est au sens plus large tout ce que vous pouvez contrôler. Et le caractère c'est un pawn qui est un humain qui marche, quoi. Donc on va créer ça, bp underscore my. Vous pouvez baisser le volume s'il vous plaît? bp underscore my character. Et on save. Le game mode, donc ce qui regroupe toutes mes informations. Vous avez plusieurs moyens de l'attribuer. Si vous voulez l'attribuer pour tout votre projet, donc c'est-à-dire que si vous voulez par exemple ici donc pour le contrôleur, je vais lui dire on utilise le contrôleur que j'ai créé. Donc il n'y a encore rien dedans, mais je vais rajouter des choses plus tard. Donc BP my controller et je vais utiliser le personnage que j'ai créé. Donc je vais lui dire ici player controller class. Tu ne vas pas prendre le player controller par défaut, mais tu vas prendre BP my controller. Celui-là. N'oubliez pas de compiler à chaque fois et de sauvegarder. Donc BP my controller et pour default pawn class, je vais prendre BP my character. Donc mon personnage. Vous voyez, c'est pour ne pas le confondre avec tous les autres assets d'Unreal qui existent. Là, je le reconnais bien. Il y a le my devant. Ok, je compile, je sauvegarde. Donc pour l'instant, on va juste utiliser ces deux-là.
Et pour utiliser mon game mode dans mon jeu, j'ai deux manières de le faire. Si je veux utiliser ce game mode là pour la totalité de mon jeu, c'est-à-dire avoir ce caractère là par défaut et ce contrôleur là par défaut dans mon jeu, je vais ici, et c'est dans Maps and Modes, dans le menu Maps and Modes de Project Settings. Ici, vous avez Default Game Mode. Et là, donc là, il prend Game Mode base. Donc Game Mode base, c'est celui par défaut d'Unreal qui me donne une caméra volante que je peux contrôler avec les flèches. Je vais changer et je vais lui dire, prends plutôt le mien, BP My Game Mode. Donc voilà, je lui attribue comme ça. Une autre manière de l'attribuer, c'est, donc là, vous n'avez pas la fenêtre ici, mais vous avez une autre fenêtre, je vais vous montrer comment la faire apparaître. Donc vous allez dans Window, et elle s'appelle World Settings, ici. C'est celle-là. Et dans World Settings, donc c'est certains réglages qui sont juste pour mon level. Ici, je peux attribuer un game mode, donc ça s'appelle game mode override, ça veut dire remplacement du game mode par un autre. Et donc je peux réattribuer aussi. Donc là, il va prendre par défaut celui que j'ai mis dans mon project settings. Et si jamais je voulais créer un autre game mode, donc par exemple, ici, je crée un deuxième game mode, si j'ai envie d'utiliser un autre type de personnage ou un autre type de contrôleur. Et donc ici, blueprint class, game mode base, je vais l'appeler BP underscore my game mode 2. Voilà. Ici, je pourrais dire dans game mode override, non, tu n'utilises pas BP my game mode comme on le faisait de l'autre côté, comme on le fait comme j'ai indiqué qu'on le fait par défaut dans tout mon projet, mais tu utilises le nouveau que j'ai créé, celui-là. Sinon, je peux aussi remplacer directement mon player controller ici, ou mon default pawn ici, dans ces réglages-là. Bon, nous, on va pas faire d'override, on va simplement laisser none ici, mais je vous montre juste ce que vous pouvez faire là. Et game mode 2, on va pas l'utiliser, c'était juste pour vous faire la démonstration. Donc j'ai bien mon game mode que j'ai attribué dans mes project settings, j'ai mon contrôleur, j'ai mon caractère. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de taper des choses au clavier et que ça fasse des choses dans mon jeu. Donc pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle les input actions. Donc c'est des actions qui vont récupérer mes touches et que je vais pouvoir utiliser pour donner des comportements à mon personnage. Donc je vais commencer par créer une première input action. Donc pour ça, vous faites clic droit, vous mettez n'importe où et vous faites input. Alors il faut input action, c'est celui-là. On va en créer un et au début on va juste se déplacer avec ZQSD. Donc je vais la nommer, donc pour les input actions, elle se nomme IA underscore et on va tout simplement l'appeler my movement. Je mets le my devant pour bien distinguer si jamais j'ai un autre IA movement, qu'on voit souvent ce truc nommé comme ça. Ils ne le confondent pas, donc j'ai bien mis IA my movement. Et on va ouvrir ça. Et on va juste s'intéresser à une seule valeur ici, c'est value type. Donc vous avez digital bool. Digital, c'est simplement une touche sur laquelle vous appuyez, sur laquelle vous pouvez appuyer ou relâcher. Et sinon, nous, on va récupérer des valeurs d'un axe, puisqu'on va se déplacer soit de manière latérale, donc de gauche à droite ou d'avant en arrière. Donc axis 2D, donc axis à 2 dimensions, vecteur 2D, c'est ce qu'on veut. On va se déplacer d'avant en arrière ou de gauche à droite. Input action, tu trouves? C'est good? Parfait. Donc axis 2D. Donc IA underscore my movement. Et c'est un axe à 2 dimensions. C'est tout ce qu'on change. Le reste, on ne touche pas.
Donc pour utiliser ce EI movement, donc ça, je vais simplement indiquer que je vais faire un mouvement. J'ai cet élément-là qui permet de faire un mouvement d'avant en arrière, de gauche à droite, mais je ne vais pas encore attribuer de touche. Pour le faire, on utilise un input mapping context. Donc là, vous faites clic droit, vous mettez après, voilà, un peu n'importe où, et vous tapez input. Alors, là, input mapping context, c'est celui-là. Input mapping context. Je clique ici, et je vais l'appeler, donc input mapping context, IMC, underscore, my context, tout simplement. Il y a le my qui me permet de bien comprendre que c'est le mien. Vous ouvrez maintenant le input mapping context. Et dedans, pour l'instant, j'ai rien. Et je vais simplement associer donc cette input action là à des touches au clavier. Donc dans Mappings ici, je clique sur le plus pour ajouter une action. Et ici, il va me permettre de sélectionner mon action, donc EI My Movement, mon input action, EI My Movement. Je le sélectionne ici. Alors là, ça va être un peu technique. Je vais créer, donc je veux que mon mouvement il soit géré par 4 touches, ZQSD. Donc je vais créer 4 entrées au clavier. Vous voyez ici, il y a une petite icône de clavier à chaque fois. Pour l'instant, je les range. Il y a une petite icône de clavier à chaque fois. Alors, bon, je vais faire de la même manière que ce que j'ai fait dans le cours. Le ZQSD, donc c'est ici. Donc, ouais, il y a une partie détaillée pour le input mapping, parce que c'est un peu compliqué. Donc, elle est détaillée, je la détaillerai encore plus. Pour que si vous voulez revenir dessus, ça se passe bien, quoi. Donc, on va faire Z, S, Q, D. Voilà, on va le faire comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur le clavier, ça va faire Select Key Value, et vous tapez la touche à laquelle vous voulez que ça corresponde à chaque fois. Donc, on va faire Z, S, Q et D. Donc, je vais récupérer ces 4 touches-là. Et maintenant, sur mon axe 2D, qui va représenter les mouvements de mon personnage, je vais attribuer un sens de chaque axe à chaque touche. Alors là, les noms que Unreal ont choisis sont absolument ignobles. C'est des trucs qui s'appellent du style Swizzle Input Axis Values, Swizzle, Negate, bon. Je vais les faire un par un, mais ouais, les noms sont bizarres. Mais bon, c'est ce qu'ils ont choisi, donc on doit faire avec. Donc pour Z, vous sélectionnez, alors c'est un modifier, donc on ajoute un modifier, ici, donc à la liste des modifiers. C'est bien là, on en ajoute un seul, et son nom c'est Swizzle Input Axis Values. Il a un nom assez ignoble. Swizzle Input Axis Values. C'est celui-là. Je change rien d'autre. Donc le Z, il va aller dans le sens d'un des axes de mon axe 2D pour mon contrôle. Le S, il va aller dans l'autre sens, donc ça va être le même que le Z, avec un modificateur negate, pour dire que c'est comme le Z, mais en négatif, quoi. Donc c'est la même chose, Swizzle Input Axis Values, mais avec un modifier en plus, qui est le modifier negate. Donc ici, j'ajoute 2 modifiers, 1, 2. Le premier qui est Swizzle Input Axis Values, Swizzle Input Axis Values, et le deuxième qui est Negate. Voilà, donc j'ai géré le Z, j'ai géré le S. Maintenant, pour le Q et le D, il n'y a pas grand-chose à faire. Le D, il va directement dans la direction par défaut.
Donc il n'y a rien à faire, en fait, il va directement le prendre en compte comme allant dans la bonne direction. Le Q, il va dans la direction opposée à D, donc D il va à droite, Q va à gauche, donc gauche est l'opposé de droite, donc le Q va juste prendre un modificateur negate. Donc le D, rien besoin de faire, et le Q, on lui met juste negate, c'est l'opposé du D. Donc je lui rajoute un modifier ici, et je lui rajoute negate. Voilà. Donc pour l'instant, on va juste faire ça, ZQSD comme touche d'entrée, et on va essayer de créer un personnage qui va pouvoir se déplacer avec ses touches. Pour ça, il faut que il y a une étape à faire avant de faire le personnage, c'est qu'il faut que je dise à MyController d'utiliser cet objet-là, IMC MyContext, donc le contexte d'input qu'on a créé. Donc je vais dans BP MyController, et là encore une fois ça va être un peu bizarre, c'est le système, le nouveau système d'input d'Unreal qui veut ça. Alors, une fois qu'on le maîtrise, ça va, mais c'est vrai qu'au début, on soit c'est pas le truc le plus ergonomique du monde. Donc il faut être prudent avec. Donc vous allez dans BP MyController, donc celui que vous avez créé. Dans l'Event Graph, vous avez la node Event Begin Play. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire au contrôleur d'utiliser notre IMC, donc notre Input Mapping Context, donc au début du jeu, quand il va être initialisé, à Begin Play. Donc pour ça, on n'a même pas besoin de faire Get Player Controller. Donc c'est pas celui-là parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, celui-là, en fait, je vais supprimer. C'est utile. On va faire ceci. Donc, on va aller chercher une node. C'est un peu bizarre celle-ci. Enhance Input Local Player Subsystem. Encore une fois, c'est un nom pas terrible. Donc, on cherche ça. Clic droit. Enhanced Input Local Player Subsystem. Enhance Input Local Player Subsystem. Là, vous en avez deux qui ont exactement le même nom, mais ce n'est pas les mêmes. Il faut bien que vous preniez celle du haut. Donc je répète, pour le Enhance Input Local Player Subsystem, le truc qui est un nom pas possible là, vous prenez celui qui est en haut. Et il y a un F rose à côté. Voilà, c'est celui-là. Vous devez vérifier qu'il est valide. Avec la note qu'on a vue avant, is valide. Donc vous faites clic droit, is valide. Là, cette node-là. On fait passer l'Enhance Input Local Player Subsystem dans la node isValid pour vérifier qu'il existe bien. Bon, ça c'est une norme d'Unreal de faire ça. Puis ici, on va attribuer le mapping context. Donc avec la node Add Mapping Context. Donc je prends mon Enhance Input Local Player Subsystem, je fais un drag drop et je cherche la node Add Mapping Context. Il me la trouve, parfait. Je l'ajoute à la suite de la node isValid dans le cas où elle est valide, bien sûr. IsNotValid, je mets rien. Et ici, je lui attribue le mapping context que j'ai créé juste avant. Voilà. Donc un peu technique cette opération, je conçois. Mais de toute façon, vous pourrez la revoir. Bon, là, je l'ai faite de manière assez détaillée. Vous pourrez la revoir dans les vidéos si vous voulez revoir le raisonnement étape par étape. Donc, on a bien attribué notre input mapping context à notre contrôleur Unreal, donc ce qui va prendre les touches en entrée.
Et maintenant, on va vouloir utiliser ça dans notre caractère pour pouvoir le contrôler. Donc j'ai mon caractère ici. Donc par défaut, il est comme ça. Donc il a un capsule component pour gérer ses collisions, une flèche qui sert juste à indiquer la direction dans laquelle il pointe, et un mesh, un skeletal mesh, ça je vous le montrerai demain, très rapidement. Pour l'instant, on va le laisser vide, le skeletal mesh. Et il a aussi ici un autre component en dessous, sous la ligne que vous voyez là, character movement. C'est un component qui est présent par défaut dans les caractères. Vous voyez ici sa classe en haut à droite, c'est un parent class character, donc c'est un objet de type character. Et ce character movement lui permet de se déplacer. Et on va utiliser des choses de character movement pour pouvoir déplacer notre personnage. Et vous voyez ici, il y a tout un tas de réglages que vous pouvez faire pour la vitesse de marche de votre personnage et tout un tas de choses. Et donc pour l'instant, on va juste vouloir récupérer quand on appuie sur les touches pour attribuer des déplacements à notre personnage. Donc on va le faire aller d'avant en arrière et de gauche à droite. Donc pour ça, bon, on peut laisser ça, on va aller regarder en dessous. On va récupérer les événements de quand on appuie sur les touches. Donc je vais regarder ici pour FPS Character. Oui, avant ça, c'est vrai, il faut que je lui ajoute une caméra. Parce que pour l'instant, mon personnage n'a pas de caméra. Donc je ne vais pas pouvoir voir par ses yeux. Donc ici, dans le capsule component, je vais ajouter une caméra. Add caméra. Donc un caméra component. Prenez bien caméra, pas ciné caméra. Donc là, la capsule, la collision de capsule, ici que vous voyez, c'est à peu près un peu plus que la hauteur de notre personnage. Donc on va mettre la caméra pour qu'elle soit à peu près à hauteur d'yeux du personnage. Donc le réglage c'est -10 sur X, 60 sur Z. On va la mettre comme ça. Ici location, -10 sur X, 60 sur Z. Voilà. Et d'ailleurs, bon là j'ai aucun contrôle sur mon personnage, mais je vais juste tester, voir s'il marche. Enfin s'il marche. Il ne peut pas marcher, mais voir si je peux m'en servir. Donc si je peux juste voir par ses yeux. Pour faire ça, je vais placer un acteur ici avec Place Actor qui s'appelle un Player Start. C'est un petit drapeau avec la manette, c'est le Player Start. Et par là, quand j'utilise un caractère, c'est par là que je vais apparaître avec mon caractère. Donc en mettez bien qu'un seul dans votre scène. C'est tout simplement un drag drop ici. Et je vais le placer à peu près n'importe où. Je vais regarder si j'ai rien oublié. Et on va juste faire play pour voir si je prends bien le contrôle de mon caractère. Donc ouais, c'est bon. Vous voyez mon personnage, mon player start, il est ici. Et quand je fais play, je vais bien au player start et je suis bien à la bonne hauteur d'yeux de là où j'ai mis la caméra. Donc je sais que je contrôle bien ma caméra. Ça c'est bon. D'ailleurs, si j'essaye de me déplacer ou de faire quoi que ce soit, je vais rien pouvoir faire. Là, si je me déplace, voilà, je peux rien faire. Donc on va vouloir faire des choses avec ça. Pour ça, je vais modifier BP My Character, Blueprint My Character, et je vais, dans l'Event Graph, récupérer les événements de quand j'appuie sur les touches. Donc, pour le mouvement, on avait un axe
2D. Et donc, je vais récupérer quelque chose qui s'appelle Enhance Input Action, IA. Donc là, j'ai Movement. Bon, là, ce que j'ai créé, c'est My Movement. Donc, je vais créer ça ici, donc sur l'Event Graph, en dessous des autres, par exemple. Clic droit, Enhance Input Action. Je tape Enhance Input Action. Et vous voyez ici, j'ai Enhance Action Events, IA My Movement, celui d'en haut, pas celui d'en bas, celui d'en haut. IA My Movement. Clique là-dessus. Et là, j'ai cette node qui apparaît. Donc je peux, je sais pas si je dois la déployer. Donc ici, vous voyez, j'ai Action Value. Il faut que je fasse clic droit, Split Structure Pin. Et ici, je vais pouvoir récupérer les coordonnées X et Y qui vont correspondre à quand j'appuie sur la touche Z, quand j'appuie sur la touche S, quand j'appuie sur la touche Q ou quand j'appuie sur la touche D. Donc en l'occurrence, ça va être, si je ne me trompe pas, X qui va définir mon déplacement de gauche à droite et Y qui va définir mon déplacement d'avant en arrière. Bon, je vais tester. Au pire, bon, si je me gourre, je dirais que c'est l'inverse. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Pourquoi? Parce que donc X, vous aviez un déplacement donc sur c'est deux axes, un axe X, un axe Y. Quand je vais en positif sur l'axe X, je vais a priori à droite. Quand je vais en négatif sur l'axe X, je vais à gauche. Quand je vais au positif sur l'axe Y, je vais en face. Quand je vais en négatif sur l'axe Y, je vais derrière. C'est ce genre de choses que je veux. Donc, ah oui, donc on va prendre en compte pour contrôler, donc si je vais d'en avant ou d'en arrière, à gauche, à droite, la position de la caméra. Donc, dans caméra, il faut cocher Use Pawn Control Rotation dans Camera Option. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, dans Camera, Camera Option, ici il y a Use Pawn Control Rotation. Donc j'active. Je vais récupérer l'information de là où est orientée la caméra pour savoir vers où j'avance. D'ailleurs, je vais l'écrire ici. J'oublie. Plutôt l'orientation de la caméra, plutôt pour récupérer, pour pouvoir utiliser. Pouvoir utiliser l'orientation de la caméra dans nos mouvements. Donc on va commencer avec nos premiers sets de mouvements. Pour ça, ouais. La valeur X et la valeur Y, Action Value X et Action Value Y. Ça c'est pour avoir la direction vers où tu avances. Donc il va récupérer les informations de la caméra pour avoir ce qu'on appelle un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur qui lui indique une direction. Donc tu vois, il doit savoir où tu regardes pour quand tu dis avance, recule, c'est j'avance par rapport à quoi? J'avance par rapport au monde, j'avance par rapport à un objet. Non, lui, nous on va vouloir avancer par rapport à là où on regarde avec la caméra. Donc c'est ça ce que font ces calculs, get control rotation, get right vector, get control rotation, get forward vector.
Ouais. Ah oui, je vais te remontrer. Ici, donc elles étaient comme ça au début. Ici, il y a écrit Action Value. Je clic droit, Split Structure Pin. Et là, tu as ça. Ouais, je suis d'accord, hein. Honnêtement, leur système d'input est super peu ergonomique. Donc, n'hésitez pas à revoir. Bah là, je vous ai l'enregistrement. Je vérifie que j'ai bien le son. Toujours, good. N'hésitez pas à revoir bien ce passage pour revoir comment faire étape par étape. On va faire ici Get Control Rotation. Donc, on va prendre thème Get Control Rotation ici. Donc là, j'ai ces valeurs. Donc pareil, un rotator, je peux le séparer en 3 valeurs. Donc split structure pin pour récupérer ces valeurs sur chacune des axes. Et ici, on va juste s'intéresser à l'axe X et Y qui va nous donner notre axe de droite. En fait. Bon, ça, c'est un calcul vectoriel. Je rentre pas trop là dans le détail là-dessus. Get right vector. Donc on va créer un vecteur à partir de ces données de rotation. Ici, vous faites clic droit, get right vector. Alors là, il ne faut pas se gourer, il faut choisir le bon. C'est celui-là, je dirais. Ouais, celui-là. Get right vector. C'est get. C'est tout le pawn qu'on va déplacer. Donc c'est get right vector. Je vous le remontre. C'est mat vector. C'est celui-là. Alors j'espère que je ne me gourre pas. Ouais, c'est celui-là. C'est mat vector get right vector. Petite structure pin. Je vais relier le X et le Z. Et on va utiliser la node Add Movement Input pour ajouter un mouvement. Donc c'est quelque chose qui est Add Movement Input, c'est quelque chose qui est déjà, c'est une fonctionnalité qui est déjà préintégrée du fait que ma parent classe c'est un caractère, donc c'est une fonctionnalité qui a été faite par Unreal en code informatique, présente directement dans notre caractère, donc on va l'utiliser. Add Movement Input. Clic droit. Add Movement Input, c'est celui-là. On va lui indiquer donc dans quel sens, en termes avec un vecteur, dans quel sens on va créer un mouvement. Donc c'est World Direction, c'est le vecteur qui va nous indiquer dans quel sens notre pawn, notre caractère va se déplacer. Et pour la valeur du déplacement, ça va être la valeur sur X. On va juste le faire sur un seul des axes pour l'instant, comme ça va me permettre de vérifier si c'est pour X, si c'est d'avant en arrière ou de gauche à droite. D'ailleurs ici, alors est-ce que je vais vous donner une petite astuce en plus pour organiser vos graphes. Quand vous tirez un trait sur vos graphes, comme ça, tapez RER. Je vous le remontrerai plus tard, celui-là, vous inquiétez pas. Ici, vous avez Add Reroute Node, vous cliquez et ça vous permet de faire un petit point ici qui vous permet d'organiser vos graphes de manière plus propre. Donc ici, pareil, je tire un trait, RER, Add Reroute Node. Et voilà, ça me permet de faire un graphe clean, quoi. Et pas faire qu'il y ait trop de lignes qui se superposent. Bon, je vous le remontrerai d'autres fois, celui-là, vous inquiétez pas. Donc on a nos mouvements sur l'axe signifié par X. Ici, je vais juste revoir si c'était avant-arrière ou gauche-droite. Et donc pour ça, je vais faire un play et je vais tester avec mes touches. Donc c'était bien gauche-droite. Ah si, c'est bon, ok. J'avais pas cliqué, ouais, donc pour quand vous faites un play comme ça dans la fenêtre, quelque chose qui arrive parfois, c'est que vous faites play et vous touchez
vous appuyez sur vos touches et il ne se passe rien. Parce qu'il faut bien cliquer dans la fenêtre pour contrôler. Et donc là, c'était bien de gauche à droite. Donc quand je vais en positif sur X en appuyant sur la touche D, j'augmente la valeur de X et donc j'augmente mon déplacement vers la droite. Et quand j'appuie sur la touche Q, je fais un déplacement négatif sur l'axe X et donc j'augmente mon déplacement vers la gauche. Voilà. Là, vous pouvez bouger de gauche à droite comme ça. Maintenant, on va faire la même chose avec Y. Donc vous voyez, si je vous fais le schéma rapidement. Ok, donc là, oui, c'est but dessus, hein, je précise. Le personnage but dessus. Donc maintenant, on va faire le déplacement d'avant en arrière. Pour ça, on utilise encore Get Control Rotation et Get Forward Vector. Donc là, on avait Get Right Vector, donc le vecteur de droite. Maintenant, on va prendre le Get Forward Vector, c'est-à-dire le vecteur en face. Forward, c'est en avant en anglais. Donc on fait globalement la même chose, mais avec Y cette fois. Donc on fait Get Control Rotation, Get Control Rotation. Je split la pin pour récupérer juste X et Z. Je vais faire Get Forward Vector pour créer mon vecteur unitaire qui m'indique la direction en face. Get Forward Vector, donc c'est Mat Vector Get Forward Vector, c'est bien celui-là. Vous sélectionnez le bon. Split pin, le X avec le X, le Z avec le Z. Et pareil, on reprend la node Add Movement Input, celle-ci. Sauf qu'on va connecter cette fois ce vecteur. Donc vous voyez bien, Add Movement Input, il target self, donc il target bien moi-même le caractère. Du point de vue de cette blueprint-là. Je vais connecter ça. Et je vais connecter Y. Donc pareil, je vais utiliser la reroute node pour que mon graphe soit propre. Donc add reroute node. Donc, je sélectionne ici. Je fais RER. Voilà. Après, une fois qu'elle est placée, je peux la redéplacer. Hein. Je peux la redéplacer comme je veux. Je peux la réajuster. Et je connecte le Y à scale value ici. Voilà. Je teste. Bien sûr, je clique dans la fenêtre et je peux bien déplacer mon personnage d'avant en arrière, de gauche à droite. Voilà. Mais on n'a pas encore le contrôle à la souris. Donc maintenant, on va vouloir contrôler là où on regarde. On va vouloir changer là où on regarde et contrôler là où on regarde.
pour ça, on va refaire le même process, un petit peu différent, mais globalement la même chose. Mais cette fois, au lieu de récupérer les mouvements avec ZQSD, je vais récupérer la position de ma souris, pareil sur un axe 2D, pour après faire tourner la caméra dans la bonne direction. Donc, on fait globalement la même chose. On va créer une input action pour le regard. Donc, clic droit, input action, IA underscore my look. Sauvegarde, j'ouvre my look. Ici, il me propose par défaut un digital, c'est-à-dire une touche sur laquelle je peux appuyer. Juste une seule touche, c'est pas ce qu'on veut. On veut des axes, donc on va prendre axis 2D. Donc encore une fois, des axes X et Y. On sauvegarde. Et ici, on va lui attribuer, donc à cet axe pour le regard, on va lui attribuer, pas des touches au clavier cette fois, mais les axes de la souris. Donc, ici, je peux ranger celui-là. Donc, je peux le déplier avec la petite flèche qui est ici, là. Et je vais créer un nouveau mapping. Donc, quand je clique sur un nouveau mapping, il m'ouvre tout, mais ça ne m'arrange pas. Et cette fois, il va s'appeler, on va faire un nouveau mapping pour IA MyLook. IA MyLook. Et je vais directement, ici, il a directement une option pour récupérer les axes de la souris. Alors, c'est mouse XY 2D axis. Mouse XY 2D axis. Et on va devoir inverser la valeur qu'il prend sur un des axes. Donc pour ça, vous ajoutez un modifier que vous allez prendre avec l'option negate. Là, bon, c'est assez pénible parce qu'il me réouvre tout. Vous pouvez bien refermer My Movement à chaque fois. Et il faut bien, donc là ici, c'est un peu piégeux. Il faut bien ouvrir le negate ici et faire qu'il s'applique juste sur l'axe Y. Vous pouvez décocher celui-là et faire que le negate ici est bien appliqué juste sur l'axe Y. Regardez. Donc on a mis à jour notre input mapping context. Maintenant on va récupérer cet événement, donc l'événement de quand je bouge ma souris, pour tourner le regard de notre personnage. Donc je retourne dans BP My Character. Précédemment, j'avais récupéré l'événement Enhance Input Action My Movement, donc quand j'appuie sur la touche du clavier ZQSD. Maintenant, je vais récupérer l'input action qui correspond à ma souris. Donc, Enhance Input Action, c'est bien l'event qu'il faut récupérer, hein, pas l'action value. Enhance Action Event, IA MyLook. Donc, même chose que précédemment. Action value, vous faites split structure pin. Et là, cette fois, on va orienter notre caméra en fonction du mouvement de notre souris. Alors, IA look, ici. Et vous faites add controller yo input et add controller pitch input.
Juste pour les revoir. Yo, pitch. Ça, c'est les rotations autour des axes. Donc c'est toujours bon, si vous voulez, pour représenter les rotations autour des axes, c'est pas mal de se représenter un avion. Donc nous, avec notre caméra, on va vouloir se déplacer. Donc on avait dit X, c'est le déplacement horizontal. Donc déplacement horizontal, ça va être, on tourne de gauche à droite. Donc tourner de gauche à droite, c'est bien le yaw. Donc la rotation, donc sur Unreal, c'est la rotation autour de l'axe O. Donc sur Unreal, c'est l'axe Z, donc c'est le yaw. Donc quand on va bouger la souris de gauche à droite, on va tourner de gauche à droite. Pareil pour de bas en haut, quand on bouge de bas en haut, on va vouloir faire une rotation comme ça de bas en haut. Donc ça va être une rotation sur le pitch, donc l'axe de droite, qui sur Unreal est l'axe Y, donc une rotation autour de l'axe Y. Donc vous voyez bien que c'est cohérent. Donc première rotation autour du yaw. La node c'est add controller yaw input. Add controller yaw input. Voilà. On lui rajoute la valeur sur l'axe X. Et on va ajouter add controller. Déjà, on pourrait même juste tester celui-là pour voir si ça marche. Donc là, c'est bon, je peux me déplacer de gauche à droite, mais pas de bas en haut. Je peux me déplacer comme ça, et vous voyez, quand je change d'orientation, ça va bien tout droit par rapport à l'orientation de ma caméra. Maintenant, on va regarder de haut en bas. Pour ça, on va utiliser add controller pitch input. Là, c'est un peu fun, donc je vais utiliser une reroute node, RER, pour que mon graphe soit plus ordonné. Voilà, et je vais tester. Toujours tester hein, quand vous faites des choses à chaque fois. Pour vérifier que ça fonctionne bien, même après pas mal d'expérience, c'est toujours utile. Et donc là, je peux bien regarder la direction que je veux, et je peux bien me déplacer dans la direction que je veux. Et voilà, vous avez fait sur Unreal de 0 votre premier personnage qui peut se déplacer dans votre scène. Ok. Maintenant, ça c'est pour un personnage à la troisième personne, on fera ça demain, un personnage à la troisième personne. FPS character, donc pour le contrôle du FPS character, on est bon. Maintenant, on peut ajouter d'autres types d'input. Ah oui, je voulais vous mentionner un truc aussi. Si on avait voulu utiliser le roll en rotation, alors si on avait voulu ici, si je fais add controller, ici, vous voyez, il me propose pitch input, yaw input, roll input. Bah, roll input, c'est le roulis, donc c'est la rotation par rapport à l'axe autour de l'axe frontal. Ce serait une rotation comme ça. Donc nous, ça ne nous intéresse pas à le faire, mais c'est quelque chose que vous pourriez utiliser. Vous voulez faire un type de déplacement un peu particulier. Un personnage qui tourne comme ceci. Rotation comme ceci. Ok. Maintenant, on va faire que notre personnage puisse sauter.
Et donc on va utiliser, donc là on avait fait des input actions sur des axes. Maintenant on va faire un input action simplement avec une touche pressée. Donc on va créer EA myJump. Donc underscore IA ou input action IA underscore myJump. Donc ici j'ai rien à rajouter. Il est déjà sur le bon réglage, c'est-à-dire un booléen, donc la touche est appuyée ou la touche n'est pas appuyée, validée ou pas validée. Je vais l'ajouter à mon IMC. J'ajoute un nouveau mapping. Donc EA myJump. Et je vais l'attribuer à la touche barre d'espace. Donc je vais simplement cliquer sur Select the Key Value. Et je clique sur ma barre d'espace et ça va m'attribuer le bon. J'ai rien besoin de faire d'autre. Pour simplement une touche pressée, c'est très simple. Donc maintenant, je vais récupérer l'événement de quand j'appuie sur ma touche barre d'espace. Donc clic droit. Enhance. On commence à connaître maintenant. Input. Action Event. myJump. Et ici, alors c'est un peu particulier, puisque celui-là, on va utiliser started et cancelled pour gérer le jump. Donc il y a déjà une fonction dans Character qui me permet de gérer le saut, avec les nodes jump et stop jumping. On va attribuer à started et cancelled. Donc pour ça, vous ouvrez la node ici avec la flèche, vous avez started et cancelled. Et quand c'est started, on fait jump. Et quand c'est cancelled, quand le saut est annulé, on fait jump ou stop jump, un truc comme ça, voilà. Stop jumping. Et donc on va tester maintenant, voir si notre saut marche. Je prends le contrôle de mon personnage, j'appuie sur base d'espace et je peux bien faire un saut. Je peux tester avec un cube sur lequel marcher. Donc ici dans Details, je vais augmenter un petit peu sa taille. On va mettre 10, ça va être suffisant. Je vais le mettre comme ça, je vais voir si je peux monter dessus. Donc je suis là, si j'avance ici, vous voyez, je suis bloqué par la collision de l'objet. Et ici, si je fais un saut, je peux monter dessus. Donc petite précision pour la collision de MyCharacter. Si je vais dans MyCharacter, donc c'est le capsule component qui gère la collision, donc c'est simplement une forme de capsule qui peut entrer en collision avec les objets. On peut regarder son réglage de collision, donc comme les static mesh, il a une matrice de collision, c'est-à-dire un tableau qui gère ses collisions. Et je peux regarder d'ailleurs un peu, donc on avait vu les collisions plus tôt, je peux regarder un peu quels sont ses réglages de collision. Donc collision preset, donc pawn, donc par défaut il a le réglage d'un pawn à un pion, donc c'est-à-dire un acteur que vous pouvez contrôler avec des inputs. Ces collisions sont activées, donc il peut faire des hits, donc c'est-à-dire des collisions physiques, et des overlaps, c'est-à-dire il peut traverser les objets. Et son type d'objet, c'est pawn.
Et vous pouvez voir le réglage qu'il a avec les autres jouets. Donc il bloque avec tout. Donc il rentre en collision bloc avec tous les autres types d'objets par défaut. Voilà. Et je pourrais tout à fait changer le réglage de collision de mon caractère. Donc du capsule component de mon caractère, qui est l'élément principal qui gère ces collisions. Donc je fais par exemple ici custom. Et imaginons qu'avec world static par exemple, je le mets en ignore. Ce qui va se passer, c'est quand je vais lancer ma scène, je vais tomber. Parce que j'aurai plus la collision avec le sol qui me permet de tenir debout. Donc, vous pouvez tout à fait changer les collisions de votre caractère, de votre personnage. Ok, donc je vais le remettre par défaut. Donc comme ça. Il était en réglage par défaut, pawn. Donc on laisse comme ça. Ok. Donc on a jump. Écoutez, on peut commencer à faire une interaction. Donc là, on va faire un truc. On va utiliser ce qu'on a vu sur les blueprints pour faire une interaction. Et en même temps, ça nous permettra de voir un peu plus en détail. Bon, là, j'en ai parlé un petit peu des capsules components et de ce qui est des objets qui sont juste des objets de collision, qui n'ont pas de forme physique. On va voir ça un peu. On va simplement créer un objet qui va être toujours devant moi, en fait. Et quand il y a un autre objet qui va rentrer en collision avec lui, je vais pouvoir l'accrocher à cet objet. Donc on va faire une interaction comme ça. Donc pour commencer, je vais créer la sphère de collision qui va me permettre de détecter un autre objet. Et d'ailleurs, ce que je vais faire même avant ça, c'est que je vais créer le bouton sur lequel j'appuie pour prendre un objet. Donc pour ça, je vais créer une input action. Donc je vais l'appeler IA, input action. Je vais l'appeler IA underscore my grab. Grab, attraper en anglais. Donc mon input action pour attraper des objets. Rien de besoin à changer, c'est un booléen, donc digital. Je vais l'ajouter à IMC myContext. Donc ici un nouveau mapping. On va fermer tous les autres. Donc si vous voulez tous les fermer, l'astuce, quand tout est ouvert comme ça, donc quand tout est ouvert comme ça, vous faites maj, vous cliquez sur la flèche à côté de mapping, après vous recliquez et tout est rangé. Vous cliquez la deuxième fois sans appuyer sur maj. Donc mon nouveau mapping, il est là. Je vais lui dire, mets-moi un mapping pour myGrab. Et pour myGrab, je vais mettre le clic gauche, par exemple. Donc ici, je vais là, dans mouse, et je devrais pouvoir récupérer left mouse button, bouton gauche de la souris. Je le récupère juste. J'ai rien besoin de faire d'autre. Dans myPlayerCharacter, pour utiliser cette touche, l'événement lié à quand j'appuie sur cette touche, c'est clic droit, enhance, je commence à connaître la musique maintenant, enhance, input, action, myGrab. Voilà. Et donc, on va utiliser la node started ici
pour faire quelque chose quand je clique. Ok. Je vais rechecker un peu le cours pour voir. On va continuer là-dessus. Donc, grab sphere ici. Je vais créer une sphère qui va être toujours en face de là où je regarde avec la caméra. Et cette sphère, elle va rentrer en contact avec d'autres objets. Et pour commencer, je vais juste afficher le nom de l'objet avec lequel elle entre en contact. Donc dans caméra ici, je vais créer un component que je veux qu'il soit fixe par rapport à la position de ma caméra. Donc je le crée dans caméra. Je vais créer un component et je vais prendre... c'est un des components qu'on n'a pas encore utilisé, donc ce sera l'occasion de les voir. On a un peu vu quand je vais parler de la capsule collision. On va prendre une sphere collision. Donc on va prendre ça. Et je vais la placer ici, donc en 0 sur Z, donc à la même hauteur que la caméra, et à une petite distance de la caméra. Donc je vais faire ça un peu au jugé. On va voir, donc je vais le mettre ici. Et je vais réduire sa taille. Alors j'avais peut-être mis déjà la taille à laquelle je l'avais réduite. Non, bon, je vais le faire au jugé. Je vais réduire sa taille à 0,2 par exemple. Peut-être un peu petit, 0,3. 0,3, 0,3. Sinon, je peux aussi le changer. La valeur ici, avec la valeur qui est écrite là, sphere radius. C'est une autre option. Sinon, j'aurais pu laisser sur 1, 1, 1 ici, et changer le sphere radius ici. Donc le radius, c'est le rayon de ma sphère. Donc comme ça va être pas mal. Il est quoi, 40 cm ici. Je vais le mettre à... Bon, on va tester à 70 cm. Et pour bien la voir quand je vais faire mes tests, je vais la... Donc elle va être masquée par défaut. Donc ici, vous voyez Visible Hidden in Game, donc ça on l'avait déjà vu. Je veux pas qu'elle soit Hidden in Game, je veux pouvoir la voir quand je joue. Donc je vais décocher ça. Et je vais simplement lancer pour voir si je peux voir ma sphère de collision. Ouais, donc là je peux la voir ici. Elle est devant moi. Je verrai plus tard si elle est trop proche. J'ai l'impression qu'elle est un peu proche, mais bon, on va tester comme ça déjà. Et puis après, de toute façon, vous pouvez ajuster un peu sa position et sa dimension, un peu comme vous voulez. Donc je peux voir la sphère qui est en face de moi. Et elle est bien accrochée à ma caméra. Je vais utiliser cette sphère pour savoir ce qui rentre en contact avec elle. Donc je vais devoir regarder ses collisions. Donc ici, cet objet-là, il a une délimitation pour regarder ce avec quoi il rentre en contact. Et ici, je vais changer son collision preset. Donc là, il est en overlap all dynamic par défaut. Il génère bien les overlap events. Ça tombe bien parce que je vais avoir envie d'utiliser ça. Et il est bloc avec les spécifiques, les objets du type que j'avais créé, le type spécifique. Et il y a un truc qui me dérange ici, c'est qu'il est en overlap avec les pawns.
Et donc vous voyez ici, si je regarde en bas avec ma sphère, donc si par exemple je regarde en bas comme ça, ma sphère elle va rentrer en contact avec la capsule. Et la capsule elle est de type pawn. Et j'ai pas envie de savoir si je suis en contact avec moi-même ou non, quoi. Donc je vais tout simplement désactiver sa collision. Donc pas à la caméra mais à la sphère. Je vais désactiver sa collision avec les pawns, c'est-à-dire avec le personnage que je contrôle, avec tous les objets qui sont du type personnage contrôlable plutôt. Et je vais activer un overlap avec les objets de type spécifique. L'autre objet, je vais le mettre de type spécifique. Ou ouais. Donc ici, je vais faire custom. Spécifique, je le mets en overlap. Et pawn, j'ignore. Ouais. Ouais, je vais te remontrer comment je l'ai créé. Dans Edit, Project Settings. Donc si tu le crées pour tout ton projet, tu peux créer des types de collisions pour tout ton projet. Donc ici tu descends, Project, Game, Engine, Collision, ici. Et là, tu crées New Object Channel. Donc tu vas pouvoir, tu peux l'appeler spécifique, tu peux l'appeler, par exemple ici on va s'en servir pour savoir quel objet on attrape, donc tu peux l'appeler Grab par exemple, en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. Donc ici j'ai mon caractère. J'ai bien ma collision là. Et donc ici voilà ma matrice de collision, aussi tableau de collision. Overlap avec tout, avec spécifique aussi. Et il fait rien avec le pod. Donc, je vais avoir le problème de rentrer en contact avec moi-même sinon. Ça, c'est dans le component faire collision. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que quand je clique sur la souris, donc avec cet event là, enhance input action via my grab, donc quand je clique, le grab auquel j'ai associé le clic de la souris, je pourrais tout à fait lui changer de touche d'ailleurs, voire même lui attribuer plusieurs touches. Je vais regarder avec quoi ma sphère est en collision. On va commencer simple, je vais simplement afficher celle avec un objet avec lequel elle est en collision. En overlap, précisément. Elle fait des overlaps. Et d'ailleurs, ici, son réglage Collision Enabled, il prend Query Only. Donc, il ne fait pas de collision physique, il fait que des collisions pour de l'overlap. Et, bon, je vous le répète, quoi de plus, Generate Overlap Events est bien validé. Donc, je vais prendre ma sphère ici, et je vais voir si j'ai pas une fonction qui va me permettre de récupérer les objets avec lesquels elle est en overlap, ou le premier objet avec lequel elle est en overlap. Donc, je vais faire get overlap. Donc je vais prendre, donc là j'ai deux choix, get overlapping actors ou get overlapping components. Je vais prendre les actors avec lesquels elle est en collision, donc je vais récupérer ici get overlapping actors. Il me propose un filtre pour récupérer seulement un certain type d'acteurs. Pour l'instant, je vais fonctionner sans filtre. On va voir ce que ça me donne si je fonctionne sans mettre le filtre. Et vous voyez, il me retourne ici, donc ça on l'avait vu aussi un petit peu, un tableau d'acteurs. Donc là, ce sera l'occasion de récupérer
D'ailleurs, je vais même utiliser, sur l'occasion d'utiliser une boucle for pour même lire tous les acteurs avec lesquels ma sphère est en train d'être en overlap. Donc, donc cette fonction-là me renvoie un tableau. Et donc vous voyez, elle est verte, donc c'est une fonction pure. Donc elle n'a pas de flux d'exécution qui rentre et qui sort. Elle est exécutée quand j'utilise ces données. Donc on va récupérer tous les acteurs avec lesquels elle est en collision et on va simplement afficher leur nom pour l'instant. Donc pour faire ça, je vais simplement, pour commencer, on va faire au plus simple. Je vais juste prendre le premier avec lequel elle est le premier de la liste avec lequel elle est en overlap et je vais afficher le nom. Donc je vais faire ici get. Là, il me propose get a copy. Et, et ici, je vais faire simplement un print. Print. Et je vais connecter. Donc ici, c'est une actor object reference. Donc, toujours intéressant de mettre la souris sur la pin qui nous intéresse pour savoir de quel type elle est. Donc ici, c'est une actor object reference. Donc c'est à ce type d'objet que ça correspond. Ici, c'est un integer. Donc c'est un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc c'est la coordonnée 0 de mon tableau. Donc c'est la toute première case de mon tableau. Et donc ici, je vais connecter l'actor au string qui est là. Et il va automatiquement comprendre que je vais récupérer le nom de l'objet. Et donc, je vais connecter cette action-là d'imprimer le nom de l'objet à la note started de mon événement de quand j'appuie sur le clic. Donc started, je connecte ici à printString. Voilà, compile, save. Et je teste, écoutez, je teste. Donc je sais pas, cette node-là, je me rappelle plus très bien comment elle fonctionne. Je sais pas si je mets ça vite, si ça fonctionne ou pas, ou si ça va me poser un problème. Bon, je vais simplement tester hein, et regarder ce que ça me donne. Donc je vais essayer de rentrer en contact avec des objets. Je vais peut-être éloigner un petit peu ma sphère de ma caméra pour pouvoir plus facilement sélectionner les objets, plus facilement avoir des objets qui sont en contact avec elle. Donc je vais l'éloigner un peu, voilà, sur X, comme ça, à 100, pourquoi pas. Et on va tester. J'ai quelques objets dans ma scène, on va tester ça. Donc là j'ai ma sphère de collision, je peux me déplacer, tout va bien. Et donc je vais simplement voilà, mettre ma sphère en contact avec des objets et je clique. Et là, il y a un souci. Il ne me fait rien. Bon, c'est... Ah, Finish Poll, il arrive à le comprendre. Celui-là, il arrive à me l'interpréter. Les autres objets, il n'arrive pas à me les interpréter. Alors c'est peut-être qu'il qu'il gère pas les collisions avec. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Ça, BP véhicule, il arrive. Celui-là, il arrive à le faire. Voilà. Donc, je vais regarder pourquoi est-ce qu'il a du mal. Normalement, il prend tous les acteurs. Donc, on ne va pas avoir de soucis avec d'autres types d'acteurs. C'est peut-être la collision avec moi-même qui dérange. J'avais désactivé, mais c'est pas impossible. Donc je vais mettre des acteurs à ma hauteur. Celui-là, je vais mettre un peu plus à ma hauteur pour tester. Non, celui-là, il réagit pas. Celui-là, il réagit. Le blueprint, il réagit. Celui-là, il réagit quand j'arrive à rentrer avec. Donc, non, c'est bon. A priori, c'est pas ma capsule qui le dérange. Ceux-là, c'est des static mesh. Ah non, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'ils doivent pas avoir de collision. Donc, là, c'est bon. Get le premier.
get display name. Non, ça devrait être bon, ça aussi. Donc je vais regarder les collisions de ceci. Donc par exemple cet objet-là. Je vais regarder ses collisions pour voir pourquoi il ne réagit pas avec mon objet. Donc ici, dans Collision, Advanced, Collision Preset, ici il est en default, je passe en custom pour pouvoir le modifier. Il est en bloc avec tout normalement. World Static, World Dynamic, Pawn. Normalement ça devrait être bon là-dessus. Il est de quel type l'autre? Il est de type... Il est de type World Dynamic. Normalement ça devrait être bon. Peut-être qu'il ne fait pas les overlap events. Voilà, j'ai trouvé le problème. Il ne génère pas les overlap events. Et je vous avais dit un peu plus tôt dans le cours, pour qu'il génère les overlap events, donc les hit events c'est juste pour l'objet sur lequel vous récupérez les hit events. Pour les overlap events, il faut que les deux objets génèrent les overlap events pour que ça fonctionne. C'est un petit peu bizarre, mais bon, il fonctionne comme ça. Donc ici, ça ne fonctionnait pas parce qu'il ne générait pas les overlap events. Et donc là, j'active Generate Overlap Event pour celui-là. Ouais, tu vas? Ok, bye. Et ici, collision. Je peux activer les overlap events pour plusieurs. D'ailleurs, je peux en fait en sélectionner plein d'un coup directement, par exemple tous ces cubes-là. Et modifier le réglage de collision d'un coup. Quoique là c'est multiple values, mais je peux faire custom ici, dire que c'est des world statiques. Et en fait c'était même pas ça que je voulais modifier, c'était generate overlap events et j'active pour tous. Je vais tester ça. Et donc là c'est bon. Je peux récupérer l'événement d'overlap et récupérer le nom de l'objet avec lequel ma sphère est en contact. Là si j'en ai deux ici, il va en choisir l'un des deux. Le premier, celui avec lequel il est plus en contact. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir voilà, une utilisation de la boucle for. Donc on l'utilise quand on a des tableaux. Pour qu'il m'affiche pas seulement le nom du premier qu'il a dans la liste. Donc par exemple, voilà, ici j'en ai deux en collision, mais il m'en affiche qu'un seul. Et je vais dire, tu m'en affiches pas qu'un seul, donc le premier, tu m'affiches tous. Donc pour faire ça, je vais faire ça ici, dans mon caractère. Là, je faisais un print juste pour, avec get, donc le premier élément, l'élément à l'index 0, de ma liste d'overlapping actors. Et je vais faire une boucle for. Je vais faire cette opération, mais je vais le faire dans une boucle for pour qu'il le fasse pour chacun des éléments avec lequel il est en overlap. Donc ça va vous donner un cas d'utilisation un peu plus concret d'une boucle for. Donc je fais un drag drop ici sur mes overlapping actors. Je vais faire un for each. Vous avez diverses variantes de la boucle for. Donc avec un break, c'est simplement vous pouvez rajouter un moment, une condition qui vous fait sortir de la boucle for dans le processus. Et reverse, donc c'est que la boucle for classique, elle parcourt les objets de 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Reverse, elle part de votre valeur maximale, par exemple, je sais pas,
99, 98, 97, 96, 95, etc. Donc for each loop, ici, on va juste voir la classique pour l'instant. Si vous voulez tester, vous pourrez tester. Oula. Si vous voulez voir la classique, vous pourrez la tester de l'autre côté. Started, on fait la boucle for qui va parcourir chacun des objets de mon tableau. Donc il va faire la même opération pour chacun des objets de mon tableau. Et je vais refaire exactement la même opération que j'avais fait pour l'objet à la position 0. Sauf que... Oui, d'ailleurs, en fait, je ne suis même pas obligé de les parcourir avec get. Je peux directement récupérer l'objet ici avec arrayElement. Il va me mettre l'objet à chaque fois. Parfois, je peux avoir envie d'afficher son index aussi. Mais là, j'en ai pas trop l'intérêt, donc je vais juste prendre l'élément à chaque fois. Et je fais, donc là, si vous n'avez pas ça, si vous voulez juste faire le print string, je connecte l'élément à mon string ici. Et je peux afficher le nom de mon objet, le nom de tous les objets avec lesquels j'overlap. Par exemple, ici, vous vous mettez là. Voilà, je connecte les deux objets ici, donc je suis en collision avec les deux. Clic, et vous voyez, tout à l'heure, il mettait juste cube 3, maintenant il met les deux. Si j'en avais un troisième, il m'en mettrait 3. Il va prendre tous les objets avec lesquels il est en collision. D'ailleurs, on peut faire un truc. Je vais déjà commencer avec ça, chaque chose en son temps. Par exemple, celui-là, je vais le mettre avec, pour qu'il rentre en collision aussi avec. Je vais le mettre ici, voilà, à l'angle. Faire une collision avec les trois objets. Je me mets là, et quand je clique, vous voyez, il m'affiche bien les trois noms des objets. Cube 3, BP véhicule et BP finish pole. Voilà. Et je pourrais mettre 1000 objets. Avec la boucle for, il parcourrait tous les objets de la liste, quelle que soit la quantité. C'est extrêmement pratique. Ok. Écoutez, on va simplement... Je vais faire une sphere collision géante pour qu'elle rentre en collision avec tous les objets, pourquoi pas. Donc juste pour tester là, je vais mettre 100, voilà, 100 sur tous les axes. Voilà. Et ici, quand je vais cliquer, vous voyez, il y a tous les objets de ma scène qui ont l'événement overlap qui s'affiche quand je clique. Donc là, j'en ai 5. Voilà. Ok. Pire. Je vais la remettre à 1. Et écoutez, il nous reste 10 minutes là, donc la fonction pour pour attraper un objet, elle a un petit peu plus de complexité. Donc je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Je vais l'attaquer à la prochaine séance. Et écoutez, on a eu une bonne session aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Sauf si vous voulez que je continue, hein. C'est bon là, c'est bon, on a bien bossé aujourd'hui là, je crois. Ok. Parce que 8 heures d'Unreal dans la journée, c'est quand même conséquent.